Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler de la question de la nationalité des navires et de la compétence de l'état d'immatriculation en haute mer. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Nous avons abordé dans une précédente vidéo les libertés de la haute mer. Cependant, la liberté n'est pas l'absence d'autorité. Nous allons nous intéresser au rôle des États en haute mer, notamment en matière de compétences juridictionnelles et aux règles d'attribution de la nationalité au navire et des obligations qui en découlent pour l'état d'immatriculation. En effet, les États disposent de ces libertés, mais doivent également faire respecter le droit à la fois à leurs nationaux et aux autres navires dans certains cas précis. Qui est compétent en haute mer pour faire respecter ces règles en l'absence de compétences territoriales et en l'absence de mécanismes de police internationale. En haute mer, la compétence est basée sur le principe d'exclusivité de la loi du pavillon, prévu à l'article 92 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il s'agit ainsi d'une compétence personnelle et non territoriale. Dans l'affaire du Bozkurt, une affaire touchant un navire turc, un délit commis en haute mer a été considéré par la Cour comme commis sur le territoire turc. Cette théorie de la territorialité du navire a depuis été abandonnée. Le principe d'exclusivité de la loi du pavillon accorde la compétence exclusive des tribunaux de l'état du pavillon ou de la nationalité du capitaine ou de l'officier de quart au moment des faits, en raison de l'internationalisation des équipages marchands. Il existe toutefois la possibilité de conclure un accord politique contraire, comme dans l'affaire du naufrage du Kasseier Sokalik, abordé par le caboteur Ocean Jasper, battant pavillon de complaisance Kiribati avec un équipage azéri en 2007. La France a demandé le dépaysement de l'affaire en France, accepté par Kiribati. Ainsi, tout navire est soumis à un ordre juridique, celui de l'état du pavillon, et chaque État doit faire respecter à ses nationaux les règles qu'il établit dans le cadre du principe de la liberté de navigation. Tout navire doit battre un pavillon et un seul conformément à l'article 92. Cet article prévoit également qu'aucun changement de pavillon ne peut intervenir au cours d'un voyage ou d'une escale, sauf en cas de transfert réel de la propriété ou de changement d'immatriculation. Dans le cas cependant où un navire qui navigue sous les pavillons de plusieurs États dont il fait usage à sa convenance, il ne peut se prévaloir vis-à-vis de tout État tiers d'aucune de ses nationalités et peut être assimilé à un navire sans nationalité. Cette question de la nationalité pose également la question des navires battant pavillon de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, cet héritage des ordres religieux militaires tels que l'ordre du Temple, où les gouvernements permettent aux navires impliqués dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU, par exemple, d'aborder le pavillon de cette organisation internationale. Ces navires jouissent absolument des mêmes droits et libertés, droits de passage inoffensif, en transit, archipélagique, etc., que les autres navires. Les articles précédents ne préjugent en rien de la question des navires affectés au service officiel de l'Organisation des Nations Unies, de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique battant pavillon de l'organisation. Abordons à présent les règles d'immatriculation. L'article 91, intitulé « Nationalité des navires », prévoit le principe de la libre immatriculation. En effet, chaque État est libre de fixer ses propres conditions d'attribution de son pavillon. Cela peut être utilisé à différentes fins, plus ou moins positives. Ainsi, en 1940, alors que la Deuxième Guerre mondiale faisait rage en Europe, les États-Unis, alors neutres et pas encore entrés en conflit, ont utilisé des navires sous pavillon panaméen pour ravitailler l'Angleterre. Le principe de la liberté d'immatriculation permet aussi malheureusement à certains États de mener une politique minimaliste afin d'attirer des armements désireux, de réduire leurs coûts en matière de prélèvements obligatoires, impôts, charges salariales et sociales, de frais d'entretien et de sécurité des navires et parfois même de discrétion comme des contournements d'embargo. La seule limite fixée par la Convention est qu'il doit exister un lien substantiel entre l'État et le navire. Cette notion de lien substantiel n'a fait l'objet d'aucune définition. Par ailleurs, les abus découlant de la pratique de la libre immatriculation ne peuvent être contrés car cet octroi relève d'un acte de souveraineté.
Un essai a été entrepris afin d'instaurer des standards au niveau international avec l'adoption par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement d'un accord international établissant un statut des pavillons de complaisance qui prévoyait non pas un lien substantiel, mais authentique. Cependant, ce texte n'est jamais entré en vigueur faute de ratification suffisante. Il est nécessaire d'adopter des normes minimales à l'échelle internationale, car ces registres très négligents mettent en péril la sécurité maritime, l'environnement et la protection sociale des gens de mer. Ainsi, ce sont les normes de l'OMI, l'Organisation maritime internationale, comme le code ISM, incorporé à la Convention SOLAS, qui permettent de créer des standards dans ces matières. Par ailleurs, pour prévenir ces dangers, les navires étrangers sont désormais contrôlés de manière coordonnée dans les ports dans le cadre du Mémorandum de Paris de 1982 qui prévoit l'obligation pour l'État du port d'inspecter les navires. Cette possibilité laissée aux armateurs crée un manque d'attractivité des pavillons prévoyant des standards plus élevés, puisque les pavillons de complaisance comme le Panama et le Liberia qui se partagent un tiers du tonnage mondial dominent ce marché. Cela a conduit des États à instaurer un pavillon bis, comme Kerguelen en France ou Le Mans pour le Royaume-Uni, entre autres. Aujourd'hui, la France a le RIF, le Registre international français, qui est finalement contraire à l'esprit du droit français et discriminatoire, bien que légalisé a posteriori. Cependant, ces efforts ne semblent pas suffisants et la nouvelle loi de finances qui prévoit une différenciation des charges pour l'armateur en fonction des activités du navire, câblier ou énergie marine renouvelable contre transport d'hydrocarbures ou de fret, risque de faire décroître la flotte battant pavillon français. L'État du pavillon est soumis à des obligations envers ses navires prévues à l'article 94 de la Convention. En particulier, il exerce sa juridiction et son contrôle, notamment via le registre maritime. Il doit prendre les mesures pour assurer la sécurité en mer du navire et de son équipage. Enfin, il est responsable des inspections et enquêtes. Par ailleurs, l'État du pavillon a également un pouvoir de police de la sécurité de la navigation, notamment concernant la prévention des sinistres et l'obligation d'assistance en mer. En vertu du principe d'exclusivité de la loi du pavillon, pour appréhender un navire étranger en haute mer, un navire de guerre, aéronef militaire ou tout autre navire ou aéronef dûment autorisé portant des marques extérieures indiquant clairement qu'ils sont affectés à un service public, doit obtenir l'accord de l'État du pavillon en application des conventions internationales. À noter enfin que la Convention prévoit des exceptions à l'exclusivité de la loi du pavillon en haute mer, limitativement énumérées à l'article 110 alinéa 1er de la Convention, en matière de piraterie, de transport d'esclaves, d'émissions radio non autorisées et de dissimulation ou navigation sans pavillon. Ainsi, bien que le principe de libre immatriculation conduise à l'application de standards différents dans ce domaine hautement internationalisé et cosmopolite, tant du point de vue des acteurs, des équipages et des espaces, la Convention prévoit l'obligation pour l'État du pavillon d'exercer sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratifs, techniques et sociaux en rapport avec le navire et mesures nécessaires pour assurer la sécurité en mer. Si la Convention régit le droit de la mer, c'est notamment l'Organisation maritime internationale qui édicte les normes permettant d'uniformiser le droit maritime au niveau international. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.